Je remercie mon collègue Millard d'avoir fait état de ce traité en fait kantien de paix perpétuelle, puisque comme vous avez vu l'intitulé donc de mon intervention va traiter en fait de la longue mutation de cette idée de paix perpétuelle, principalement en Europe, parmi les élites libérales occidentales, et son aboutissement final. On le voit avec l'actualité de la guerre en Ukraine et en Moyen-Orient, l'aboutissement de ce courant illuministe éminemment progressiste issu des Lumières, qui aboutira finalement parmi les élites occidentales à un véritable déni du phénomène de guerre, du fait guerrier en tant que fait social total, et sa conséquence, une sorte de sortie de l'histoire de l'Europe face à un véritable retour du tragique qui a eu lieu à la manière d'un électrochoc lors de l'entrée des troupes russes en Ukraine, et puis par la suite les événements au Moyen-Orient et au Gaza. Alors mon propos était de faire la démonstration d'un peu de ce jeu de miroir auquel se livrent la guerre et la paix en tant que concept anthropologique, mais aussi philosophique et métapolitique. Cette dichotomie, ce couple, je dirais, quasiment indissoluble entre la guerre et la paix, non seulement à travers les traités de philosophie, mais à travers toute la littérature européenne et mondiale, ils forment un couple indissoluble qui parfois est contradictoire, parfois extrêmement paradoxal. On parle même de guerre juste, alors qu'il s'agit d'un véritable oxymore. La guerre est le miroir à la fois, je dirais, d'un malaise civilisationnel, une sorte de pulsion de mort qui était en gestation durant la paix, et le système de paix qui est établi à un moment donné de l'histoire permet en fait de domestiquer, de refouler en fait cette pulsion de mort, refouler les haines. Saint Augustin, déjà au IVe siècle, parlait dans ses concupiscences de cette libido de domination, la libido dominandi. Et ce système de paix permet, alors certes, avec des variables dans l'espace-temps, d'éliminer, de neutraliser, voire de refouler ce phénomène polémogène présent, et ça les anthropologues, les ethnologues éminents en parlent depuis le néolithique jusqu'à nos jours. La guerre, en fait, le fait guerrier, le conflit, la dialectique conflictuelle est une véritable constante de l'histoire de l'humanité. Alors je dis ça parce que la paix n'est pas un acquis. On parle souvent, je sais bien qu'en Europe on s'est endormi sur les dividendes de la paix et que nous baignons en fait dans un mental extrêmement complexe, parfois schizophrène, mais la paix n'est pas un acquis, elle est une conquête. Elle n'est pas un acquis irrévocable. Et à l'affût du phénomène guerrier, la paix se doit d'être conquise, défendue, encerclée, et c'est pour cela qu'on parle en fait de système de paix. Et c'était l'objet central donc de mon intervention, où je vais parler en fait des systèmes de paix qui en fait sont mis aujourd'hui en exergue par le retour d'une rhétorique guerrière de conquête et néo-impériale, de par le retour en fait des néo-empires comme est la Russie, la Chine, mais aussi le retour au vieux impérialisme du XIXe siècle auquel fait référence Trump lorsque, dans ses annonces grandiloquentes, il en fait réactive toute l'ancienne, je dirais, doctrine du Manifest Destiny, cette volonté non seulement de protéger, de garder sa chasse gardée
je dirais, son étranger proche par le biais de la doctrine de Monroe revisitée, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, mais aussi de conquérir de nouveaux territoires, certes sous-marins, qui sont présents au bord du Groenland, pour des raisons de guerre technologique, puisque les terres rares, les métaux comme le lithium, sont extrêmement convoités et sont en concurrence directe avec la Chine, qui est le premier, je dirais, exportateur, et la première puissance qui contrôle les terres rares. Alors, j'ai dit en introduction que le fait d'avoir refoulé l'idée de guerre en Europe a conduit donc à ce type de déni qui, en matière de relations internationales, avait germé déjà dans les années 90. Car bien avant Trump, bien avant l'offensive sur l'Ukraine, l'offensive russe, déjà entre 2003 et 2006, le monde avait subi une vaste dérégulation de l'ordre mondial. Le retour de la guerre à un ordre impérial, néo-impérial de prédation, n'en sera en fait, la guerre ukrainienne n'est pas vraiment un accélérateur, elle est l'amplificateur brutal de ce vaste mouvement, de ce vaste processus d'interventionnisme militaire qui a bien lieu en amont de la guerre en Ukraine, déjà en Irak, au Koweït, etc. La promesse kantienne de paix perpétuelle, elle, reposait sur la conviction que la paix découlerait presque mécaniquement de l'établissement de républiques souveraines liées par des traités adossés à un droit supranational permettant donc de solder les différends. Ça, c'est important. Au-delà de sa vision, je dirais, très utopiste, cette idée a été reprise plus tard dans le vaste courant iréniste, parmi lesquels l'abbé Saint-Pierre, avec son traité de paix perpétuelle, qui consistait à imposer la paix par le droit. La paix par le droit. Ce qui est quand même assez important, puisque l'abbé Saint-Pierre, lui, était plutôt conservateur, il n'était pas vraiment enclin aux idées, je dirais, des Lumières. Lui voulait en fait établir une paix, un peu comme une sainte alliance, fédérer toutes les monarchies mondiales au sein d'un système régulé par un Sénat. Certes, c'était aussi utopique, mais c'est ce qui s'est finalement à peu près esquissé au Congrès de Vienne en 1814, lorsqu'a été établi le fameux équilibre des puissances, un équilibre qui a succédé à la paix westphalienne, qui, elle, était fondée sur une relation entre États, une relation d'égal à égal entre États souverains. Le Congrès de Vienne, lui, a rétabli un système d'équilibre, qui plus tard, bien sûr, s'est déséquilibré, à la faveur donc d'une certaine montée donc des nationalismes en Europe, pour aboutir à un autre système de paix qui lui aussi a failli, c'est le système de Versailles avec Wilson, qui lui-même a été imprégné par l'idée kantienne de paix perpétuelle, mais en l'insérant dans un cadre juridique supranational beaucoup plus large, qui était la Société des Nations, qui en fait a péché par un manque de sanctions et a été finalement ébranlé par la montée du pan-germanisme, du nazisme, ce qui a abouti donc à la Première Guerre mondiale et à la Deuxième Guerre mondiale. L'autre désillusion que l'Europe subit encore actuellement concerne la conception libre-échangiste, l'illusion d'un commerce et d'un marché stabilisateur qui devrait, pour tous les temps, exclure la guerre de la grammaire de la diplomatie en favorisant les échanges. Or, le capitalisme, comme phénomène extrêmement caméléon, se différencie en se mondialisant parfois jusqu'à devenir complètement méconnaissable. C'est pourquoi le XXIe siècle, on oppose désormais des différentes formes de capitalisme, un capitalisme beaucoup plus financiariste, un capitalisme de finitude fondé en fait sur une volonté de contrôler les hautes technologies. On parle de capitalisme numérique. En Chine, c'est un capitalisme numérique d'État dirigé par un parti. Avec Trump et avec donc la Silicon Valley, l'idéologie californienne qui s'est rangée du côté du discours
conservateur, elle aboutit en fait à un technonationalisme protectionniste. Ainsi, de toutes ces réflexions résulte le constat qu'il n'est pas suffisant, comme certains chefs d'État en Europe, de décréter et de déclarer la guerre. Nous sommes en guerre. En même temps, annoncer des mesures palliatives d'économie de guerre pour être vraiment en guerre. Car en fait, lorsqu'elle est en guerre, c'est un changement, un bouleversement mental, un bouleversement sociétal, où non seulement l'économie, mais toute la société est dans une forme de mobilisation totale, ce qui n'est pas le cas en Europe occidentale. La guerre est un phénomène pérenne, mais elle est aussi le reflet, le miroir de notre société en paix. Elle est certes un miroir de toutes nos vanités, un miroir de notre hubris latent, un miroir donc de cette volonté de puissance, mais elle est surtout un reflet quasi prospectif des guerres de demain. Car lorsque l'on voit la révolution dronologique qui a eu lieu en Ukraine, avec l'utilisation massive de drones, on voit que ces drones ont été utilisés dans les sociétés occidentales à des fins civiles et ont été purement et simplement militarisés. Personne ne sait où va l'intelligence artificielle en matière militaire, puisqu'on prévoit déjà des armées entières de robotisées, ce qui laisse à présager que l'ensemble des guerres nous aboutiront, à mon avis, à une prolifération de guerres high-tech, proxy, qui permettent à distance, à un moindre coût, de faire des dégâts collatéraux extrêmement élevés. Et je pense que les guerres de demain seront ce type de guerre en cumul avec un certain nombre de réactivations de foyers de conflits gelés de par la planète, qui, eux, mobiliseront des troupes, des fantassins, qui certes seront bien sûr utiles, mais l'ensemble du téléguidage, je dirais, de la guerre à distance se fera en fait dans les états-majors. Néanmoins, le caractère irréversible, voire fataliste des guerres, qui est inhérent à l'anthropologie humaine, n'empêche pas de penser les conditions de la paix dans les temps longs. Alors, ce qui est intéressant quand on se réfère à la littérature sur la paix perpétuelle, on voit qu'au XVIe siècle existait déjà des traités de paix perpétuelle. Ça, c'est assez indicatif. Un traité entre Jacques IV d'Écosse et Henri VII d'Angleterre en 1502 s'intitulait le traité de paix perpétuelle. Pourquoi ? Parce qu'il mettait fin à une guerre pratiquement de 200 ans. Vous imaginez 200 ans. Les traités de Westphalie, eux aussi, mettaient fin à des années de guerre de religion. C'est pour ça que déjà à cette époque, on croyait établir des traités de paix perpétuels. D'autre part, ce qui est véritablement cynique, je dirais, dans les doctrines militaires des grandes puissances, je suis tombé sur des textes, sur des doctrines militaires qui réfléchissent au concept de perpetual war, c'est-à-dire qu'on parle de guerre permanente dont l'ordre international peut tout à fait faire l'économie. Les guerres perpétuelles sont définies comme les guerres sans fin et les guerres éternelles qui désignent un état de guerre durable sans conditions claires et qui conduirait à leur conclusion. De ce fait, les guerres permanentes trouvent, à mon sens, une parfaite illustration dans les conflits gelés qui reposent sur une paix fragile, une paix souvent soumise par la force, c'est souvent en fait des traités de paix hybrides, des cessez-le-feu ou la ligne de front, ce qui risque d'arriver d'ailleurs en Ukraine, mais non pas des traités à long terme qui reposent sur le droit et un équilibre plus ou moins juste. Bien que le concept de conflit gelé, lui, se rapporte à l'espace post-soviétique, on parle souvent des conflits d'Abkhazie, d'Ossétie du Sud, de Transnistrie, on constate aujourd'hui que l'ensemble de ces conflits gelés ne sont pas limités à ce simple espace eurasien et caucasien. Il y en a partout, en Cachemire, Gaza d'ailleurs, le Moyen-Orient, c'est un conflit gelé qui donne à irruption pratiquement tous les 10 à 20 ans. Palestine, Chypre, Sahara occidental,
Syrie, Donbass, Yémen, etc. En fait, la liste est extrêmement longue, de sorte que l'on assistera, à mon avis, dans plusieurs années, à un véritable réveil de ces conflits qu'il faudra gérer une fois pour toutes, car l'ensemble en fait de ces conflits ont pour cause un système de paix qui a été, dans un contexte géopolitique, un espace-temps donné, imposé par une partie, par une puissance qui considérait qu'elle avait de toute façon les rênes en main et qu'elle pouvait, sur ce territoire, imposer donc sa paix. Alors, quels sont les systèmes, je vais vite, de paix? Les premiers systèmes, c'était les systèmes de l'Empire, des systèmes qui contrôlaient, unifiaient des portions territoriales afin d'y établir un ordre très oppressif, très hiérarchique. On voit que finalement, au Moyen-Âge, les États-nations qui se forment et s'émancipent plus ou moins sous la forme, certes, de républiques marchandes ou de républiques nationales, eux ont tendance à revendiquer cette portion de territoire pour y exercer leur souveraineté. Et on arrive finalement à un système de paix, d'équilibre des puissances sur la base de la confrontation des États-nations sur cette place. Je passe bien sûr sur les grands artisans de l'équilibre des puissances, des traités de paix qui ont véritablement couvert l'histoire de Talleyrand au Congrès de Vienne avec Metternich, Sainte-Alliance, Kissinger, qui était l'un des chantres, je dirais, du réalisme, de la réelle-politique américaine et d'israélie. Le XXe siècle, lui, va être marqué par l'apparition de la paix par le contrat, la paix par le droit, avec l'institution d'un certain nombre d'instances supranationales, la Société des Nations de Woodrow Wilson, puis l'ONU en 1945. Il s'agissait donc d'une paix contractuelle qui a trouvé son accomplissement à partir donc d'une longue gestation, a trouvé un accomplissement finalement assez tragique, puisque après l'effondrement de l'Empire soviétique, qui devait donc assurer la sécurité de l'Union européenne, laisser la prédominance à la bienveillance des États-Unis, comme le Francis Fukuyama appelait de ses voeux la fin de l'histoire, on est revenu finalement en arrière à un système, je dirais, de guerre post-bipolaire, de guerre froide, où le concept de guerre nucléaire, de dissuasion, a fait apparition. Courte parenthèse, aujourd'hui, on revient finalement à un système de désordre mondial qui, lui, est apparu, bien sûr, avec les guerres d'Irak, l'attentat du 11 septembre, l'émergence donc des néo-empires avec la Chine, la Russie, les nationalismes, pour aboutir aujourd'hui finalement à un véritable dilemme de sécurité internationale. Alors, ce qui est assez symptomatique, c'est que Vladimir Poutine, lors de son édition du 2014 du Forum de Valdai, intitulait son forum « L'ordre du monde, de nouvelles règles ou un jeu sans règles ». Déjà, le président russe, dans son discours, agitait la menace de conflits, directs ou indirects, les grandes puissances en particulier, autour de nations situées à l'intersection des intérêts géopolitiques des grands États, des conflits de nature à affecter l'équilibre des puissances dans le monde, comme l'Ukraine. On offrait un exemple. À cette finalement sortie, je dirais, poutinienne, cette digression concernant désordre ou mondial, avec finalement un théâtre d'affrontement sans règles juridiques, sans respect du droit international, on revient finalement à un système corroboré par les déclarations et un peu intempestive, je dirais, du président Trump, qui, lui, avait annoncé sa volonté de réviser, de remodeler l'ensemble de l'ordre mondial, ce qui aboutirait à une paix, finalement, et on le voit avec le duopole ukrainien, à une paix imposée par la force. C'est ce qu'il avait d'ailleurs déclaré concernant l'affaire ukrainienne. C'est ce qu'il avait déclaré
dans l'affaire du Moyen-Orient et avec Gaza, en utilisant finalement un paradigme réganien et kissingerien. Pour lui, la paix s'est imposée une forme de Pax Americana qui fait table rase finalement de tout le passé, de tout l'acquis, de l'ordre libéral international auquel faisait référence le paradigme kantien. Je conclus avec les 5 façons de faire la paix. Je suis tombé donc sur des textes d'éminents historiens, j'invente rien. Il n'y a pas 36 000 façons de faire la paix, il y en a, selon certains historiens, 4 ou 5. Un premier serait l'hégémone, ce qui revient à la paix par la force, la paix hégémonique. Le deuxième, c'est l'équilibre, donc une pax atomica, une union fédérale, une forme de confédération qui apaiserait en fait le système belligérant des différents acteurs. Certains parlaient déjà au XIXe siècle d'une volonté d'établir la paix sous une forme de directoire, sous une forme d'instance supranationale. Or, aujourd'hui, la question se pose, est-ce que ce système d'équilibre pourrait émerger? Mais la mondialisation ne cesse de bousculer les hiérarchies, de susciter partout des révoltes, des résistances, sans qu'on puisse en abstraire. Tant les liens, je dirais, commerciaux, politiques et numériques sont présents, autant que le défi commun d'une terre qui a finalement atteint son seuil, ses limites, imposant donc des liaisons avec les États. Aujourd'hui, on se trouve finalement confronté à un désordre mondial qu'il faudra bien gérer en rétablissant un système de paix équilibré, le plus juste, je dirais, possible. Et pour mériter la paix, il ne suffit pas simplement de désirer la guerre. On faisait référence à la paix positive. La paix, ce n'est pas l'absence de la guerre. La paix est une conquête, une défense, une volonté de conscrire la guerre dans un système juridique, éthique et philosophique. Et comme dirait l'écrivain Ernst Junger, qui avait publié un roman extrêmement intéressant lors de son passage sur le front en Allemagne, puisqu'il était dans les tranchées durant la Seconde Guerre mondiale, les orages d'acier. Pour avoir connu ces orages d'acier, il a publié un petit livre, un petit opuscule que je vous invite à lire. Il s'agit de La paix, ça s'appelle donc La paix en 1945, il dit que afin que la lutte contre le nihilisme soit couronnée de succès, elle doit s'accomplir premièrement dans le cœur des individus. Tous sont impliqués et nul ne peut se passer du remède préparé par le monde de la douleur. Je vous remercie.